Lancement de la session préliminaire de l'examen d'État édition 2021 pour le candidat autodidacte. Près de 9000 candidats ont affronté ces épreuves à travers le territoire national. Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme sous le thème de la journée internationale de lutte contre cette maladie tropicale qui décime des vies humaines. Et puis dans ce journal, nous ferons un coup de projecteur sur les routes de Kinshasa, des routes délabrées. La construction des routes ne suffit pas, mais faut-il encore les entretenir? Cela pour assurer leur maintenance. Mais avant toute chose, l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal magazine. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est le 25 avril de chaque année. Atteindre l'objectif zéro paludisme, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires célèbrent les réalisations des pays qui s'approchent de l'objectif zéro paludisme ou qui l'ont déjà atteint. Et ces pays constituent un exemple pour toutes les nations qui s'emploient à éradiquer cette maladie mortelle et à améliorer la santé et les moyens de substance de leur population. Nous y reviendrons. Allez, nous faisons un recul de quelques heures pour vous parler de ce tête-à-tête. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est sénateur et député de l'Union sacrée pour la nation. Ces derniers sont allés recevoir de l'autorité suprême de pays des recommandations pour mieux gérer le pays et surtout les enjeux de l'heure. Aujourd'hui, et nous pouvons dire avec joie que Kisalu ekoki kobanda, Mosala ekoki kobanda, Kazi ekoki kobanda, quoi encore j'oublie comme langue là, Mujimu ekoki kobanda. Voilà. Donc, je compte sur chacune et chacun de vous pour que ce que nous avons promis à notre peuple, nous puissions le leur donner. Faisons très attention, car ce même peuple qui nous a acclamés hier, ce peuple peut nous descendre vite fait et bien fait demain, à cause de nos propres turpitudes. Et je dois vous dire que c'est vrai que je suis de nature serein, mais j'étais quand même un petit peu irrité par ce qui se passait, parce que nous étions occupés à souiller cet acte glorieux que nous venions d'accomplir quelques mois plus tôt. Mais Dieu merci, vous vous êtes repris. Ce sont des incidents de parcours, on ne peut pas rester dessus. Mais maintenant, je voudrais envisager avec vous l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain, avec l'investiture du gouvernement. J'ai ouï dire qu'il y avait certains mécontentements, que je peux comprendre. Mais mécontentements vis-à-vis de la composition du gouvernement, bien sûr. Mais dites-vous bien qu'à l'absolu, quoi qu'on fasse, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans ce gouvernement. Donc, quelque part, ces mécontentements ne se justifient plus à partir du moment où le gouvernement est en place. Des efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif possible des souches socio-ethniques de notre pays. Mais malgré ça, on ne pourra quand même pas y arriver. Nous avons plus de 400 tribus dans ce pays, plus de 400 dialectes, et que sais-je encore. Donc, ce n'est pas possible de créer ou de composer un gouvernement avec toutes les tendances socio-ethniques de notre pays. Ce n'est pas possible. Il nous faut être solidaires avec ceux qui sont là. Parce que ce n'est pas leur personne qu'il faut voir, c'est le travail qu'ils vont fournir. Et c'est de ce travail que nous avons besoin pour notre survie politique. Parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023.
Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui seront élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Nous l'avons dit en titre, le 25 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée de lutte contre le paludisme. Et le thème retenu cette année est zéro paludisme d'ici 2030. 14e journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée en RDC sous le thème « Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme » avec comme slogan « Je m'engage pour zéro cas de paludisme dans mon ménage ». Dans son mot de bienvenue, le directeur du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, Dr Eric Moukomena, a invité tous à se mettre ensemble pour réussir la lutte car la malaria continue à tuer et tue encore. L'Organisation mondiale de la santé par Dr Bakary Sambou a signifié que le paludisme demeure un problème de santé publique en Afrique et en RDC malgré les efforts consentis. Toutefois, 384 000 décès dus au paludisme ont été évités grâce à l'initiative Faire reculer la malaria. Les États-Unis, à travers l'initiative du président américain PMI, travaillent dans 9 provinces de la RDC. Josie Radcliffe, représentante de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, a signifié que 88 millions de dollars constituent l'appui à la lutte et 1 milliard de cas de paludisme ont été prévenus avec ces fonds. Le ministre sortant de la Santé, Dr Eteni Longondo, a invité l'assistance au strict respect des gestes barrières, la célébration étant intervenue dans un contexte particulier des crises dues au Covid-19. Instituée depuis 2007, cette journée est une occasion de sensibiliser les communautés à adopter ou utiliser les bonnes pratiques, c'est-à-dire dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, les traitements intermittents de la femme enceinte, les tests de diagnostic rapide une fois positifs, les traitements gratuits et les médicaments selon la politique nationale sont connus, mais aussi la pulvérisation péri-intradomiciliaire, c'est à ces prix que l'on peut sauver des vies et atteindre zéro paludisme. Un bac de 30 tonnes est en plein montage au chantier de l'Office des routes à Kisangani. Une fois mis à flot, ce bac va faciliter les échanges avec la province du Nord-Ubangi et la République centrafricaine. Et notez que le directeur général de l'Office des routes a dépêché une mission sur le lieu justement pour accélérer les travaux. Erudis Kitoutoumudiri, au reportage. Un peu de patience pour que ce bac de plus ou moins 35 tonnes soit mis à flot sur la rivière Bondo dans la province du Bas-Ouélé. L'équipe de l'office de route commise à ces travaux a réceptionné ces derniers éléments constitutifs de montage de ce bac. Dépêché sur place pour la supervision des travaux par le directeur général de l'office de route, ingénieur Herman Mouti Massakrini, le directeur de département de gestion et maintenance de matériel rassure quant à la fin des travaux. Nous sommes en train d'accélérer les travaux pour que d'ici 2 semaines, les travaux puissent se terminer, comme ça l'autorité provinciale vient inaugurer le bac. On a connu aussi un peu de retard à cause de quelques corrections qu'on devrait faire sur le bac par rapport aux travaux qui étaient exécutés depuis 2012. Mais nous pouvons rassurer tout le monde que d'ici, au plus tard le 15 mai, le bac de Bondo sera opérationnel.
C'est grâce aux fonds nécessaires débloqués par le FONER que le premier lot de convois de matériel a pu atteindre le site Bondo cette semaine à la grande satisfaction des autorités et populations locales. Situé sur la nationale numéro 4, le site Bondo s'étend sur le tronçon Buta-Bondo-Yakoma pour la province du Nord-Ubangi et d'une distance de 524 km avec Kisangani. Une fois que ce bac est mis à flot, il permettra des échanges commerciaux entre la province du Nord-Ubangi et la République centrafricaine. Sauf imprévu, les travaux prendront fin au début du mois de mai. Pas une seule goutte d'eau ne coule dans des robinets, c'est là dans plusieurs communes de la capitale. Vous avez certainement remarqué. Et la Régie des eaux attribue ce dysfonctionnement, cette pénurie d'eau, suite à plusieurs constructions anarchiques érigées tout au long de ces usines de captage. Serge Mata nous en parle. Plusieurs dégâts ont été signalés à Kinshasa suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville ce vendredi 23 avril 2021. Ici comme ailleurs, l'usine de captage d'eau brute d'Ndjili n'a pas échappé aux dégâts causés par cette pluie diluvienne. La rivière Ndjili étant polluée, toutes les machines ont été mises à l'arrêt pour leur sécurité fonctionnelle. C'est là pendant plusieurs heures dans la matinée et pour cause, les niveaux élevés des turbidités de l'eau. Ajoutez à cela les ordures solides déversées dans la rivière Ndjili et les constructions anarchiques des maisons le long de la rivière Ndjili où se trouve l'usine de captage d'eau brute de la Régie des eaux. Cette alerte a été lancée par le directeur de communication de la Régie des eaux, Émile Losombe. À chaque fois qu'il y a de fortes pluies, au regard de la dégradation de l'environnement, de l'écosystème au niveau de nos captages d'eau brute de bassin versant, il y a beaucoup de saleté de sable et même de boues qui sont drainées par les grandes pluies. Et en ce moment-là, qui augmente à une forte densité la turbidité de l'eau brute. En ce moment-là, le traitement ne répond plus à cette haute turbidité et comme conséquence, nous sommes obligés d'arrêter les usines. C'est le phénomène que vous avez vécu hier vendredi. Un communiqué est passé pour informer la population qu'il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas parce que nous avons voulu arrêter les usines. Il y a eu ce phénomène-là. Mais depuis lors, nos usines ont été remises en service et la situation a été rétablie. Précisons-le, les constructions anarchiques autour de l'usine de captage d'eau brute compliquent la production et la dessecte en eau potable. Et puisque nous parlons environnement, restons dans ce chapitre pour vous dire que le directeur général de l'ICSN, Cosma Wilungula, a échangé avec le diplomate allemand accrédité à Kinshasa, la capitale. Ce dernier est venu réaffirmer la volonté de son gouvernement dans la protection de la biodiversité de la République démocratique du Congo à travers un appui financier. On fait le point avec Marie-Louise Mbela. La conservation de la biodiversité qui regorge la RDC nécessite des moyens financiers conséquents et une bonne gestion dans ces domaines attire les partenaires comme la République fédérale d'Allemagne qui décide d'apporter un appui réel à l'Institut congolais pour la conservation de la nature grâce à un accord de financement qui se chiffre à 90 millions d'euros pour soutenir les aires protégées ainsi que d'autres secteurs connexes tels que la prise en charge des populations riveraines, l'assainissement, la promotion de l'économie verte, la sécurité et la paix. La coopération allemande a maintenu pendant très longtemps la vie et la survie du parc national de Kahuzi-Biega. Et aujourd'hui, cette coopération et ces relations avec l'ICSN se sont étendues sur un ensemble de parcs. Non seulement le parc de Kahuzi-Biega, mais aujourd'hui nous avons des appuis allemands à la réserve de faune à Okapi. Ça fait tout un ensemble de réseaux maintenant qui bénéficient des appuis allemands. Cela permet effectivement de pouvoir soutenir réellement les aires protégées. C'est un appui de taille acquis grâce à la crédibilité du directeur général de l'ICSN, Dr Cosma Wilungula, vis-à-vis des partenaires. Ajouté à cela, son esprit managériel très poussé dans le domaine de la conservation. Le secrétaire d'État allemand en charge des finances a signé avec le DG de l'ICSN cet accord de financement, ce qui justifie bien entendu cette entrevue avec les diplomates allemands en poste à Kinshasa, Dr Olivier Sneckenberg. Les deux personnalités ont évalué les efforts supplémentaires concernant un certain nombre des aires protégées qui ne font pas partie du patrimoine mondial. Il y a beaucoup de défis. On ne peut pas seulement se focaliser sur la protection des forêts, aussi important que ce soit.
mais en même temps, nous avons discuté comment mieux aussi mettre en œuvre la protection des droits de l'homme, mais aussi prendre en charge les besoins économiques et sociaux du peuple. L'ambassadeur de la République d'Allemagne en RDC s'est félicité de la mise en place par l'ICSN d'une cellule des droits de l'homme en son sein qu'il a tenu à visiter à la fin de cette audience. Contrat léonais au pillage de ressources minières de la République démocratique du Congo, la dernière sortie médiatique du PCA de la GECAMINE, j'ai cité Albert Youma, suscite interrogation et inquiétude. Et cet expert et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, Noël Tchani Moudianvita, propose la création d'une commission pour faire la lumière de contrats dans le secteur minier. C'est un récit de Médard Mbouyal Mangala. Dans la marque de la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo. Malgré la production et l'exportation des tonnes de cuivre, l'État congolais et son entreprise, la GECAMINE, ont servi de vaches à lait. C'est le résultat de contrats mal négociés. Que la responsabilité pour le développement de notre pays incombe aux Congolais. Si nous sommes sérieux, nous devons aligner les meilleurs d'entre nous pour négocier des contrats avec des firmes internationales de façon toujours à protéger l'intérêt national, à mettre les intérêts du peuple congolais en avant. Et quand on aligne des incompétents, des gens qu'on a sélectionnés sur base simplement de leur appartenance à une ethnie, à une province, on aboutit à la sous-utilisation des ressources. Ce Congo a des avocats distingués. Le Congo a des gens, des financiers distingués, capables de négocier sans attendre un conseil quelconque de la part d'une institution internationale. Je crois que le mal est profond, mais il est corrigible. Il est corrigible dans la mesure où, quand on reconnaît qu'il y a eu des activités qui n'étaient pas dans notre intérêt, il faut que l'État congolais se mette debout en disant à ces firmes-là, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, nous devons nous mettre autour de la table, renégocier cela. Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent partir. Face au fait accompli, il faut tirer des leçons du passé pour envisager l'avenir. Des citoyens congolais exigent de la lumière sur ces dossiers. Moi, je propose la mise en place d'une commission quadripartite, incluant la justice congolaise, l'inspection générale des finances, l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat. Cette commission quadripartite va remettre sur la table tous les contrats signés depuis l'arrivée au pouvoir de Mosée Laurent Désiré Kabila jusqu'à ce jour, en passant par les 18 ans de Joseph Kabila. Qu'on réexamine ces contrats, qu'on voit qu'est-ce qui a été mis dans ces contrats et qu'on revoie des clauses pour remettre les Congolais dans leurs droits. Des marchés léonais, le coulage des recettes de l'État, la corruption ont amenuisé le rôle de l'État, devenu incapable de jouer son rôle de puissance publique avec un budget insignifiant pour un pays à la dimension d'un sous-continent. Lancement de la session préliminaire de l'examen d'État édition 2021 pour le candidat autodidacte. Près de 9400 candidats ont affronté ces épreuves à travers les territoires nationaux. Anna Sezidumbu a signé ce reportage. Plus de 9000 candidats autodidactes enregistrés à l'examen d'État édition 2021. Ils ont passé l'épreuve préliminaire ce dimanche 25 avril 2021 sur l'ensemble du territoire national. À travers 255 centres, soit une moyenne de 37 candidats par centre pour les cycles longs et 137 candidats dans 23 centres, soit une moyenne de 6 candidats par centre pour les cycles courts. Le vice-ministre sortant à l'enseignement primaire, secondaire et technique Didier Boudimbu, qu'accompagné du ministre provincial en charge de l'éducation, a effectué la ronde des différents centres, question de se rendre compte de l'effectivité de l'épreuve. Vraiment content parce que nous avons vu des candidats qui ont 64 ans, 61 ans et des jeunes aussi 17-18 ans. Et ça montre déjà que apprendre n'a pas d'âge. Et c'est quelque chose de juste formidable. Nous avons vu que l'effectivité, donc c'est vraiment réel, que les préliminaires ont commencé et nous allons croire que tout va bien se passer car l'inspecteur, l'IG à Ikela, on voit que tout est bien organisé. Satisfait du déroulement de cette épreuve, le vice-ministre sortant a encouragé les candidats et a félicité l'inspection générale pour l'organisation de cette épreuve.
Véritable balai diplomatique pour le président de la République au cours de la semaine qui vient de s'achever. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, a échangé tour à tour avec ses homologues de la Somalie et du Kenya. Et le garant de la nation a aussi échangé avec les hauts commissaires des Nations Unies aux réfugiés. Ces sujets et tant d'autres ont attiré l'attention des Pierre Kibombeso Moïsa. Une diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine au cours de la semaine qui s'achève. Le président de la République a reçu des dirigeants africains dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et leurs pays respectifs. Le président de la Somalie, Mohamed Abdullah Mohamed, a foulé le premier les sols de Kinshasa en début de semaine. Il a été accueilli par son homologue de la RDC à la cité de l'Union africaine et les deux chefs d'État ont eu des entretiens pendant 2 heures. Le président Mohamed en a appelé au soutien de l'Union africaine et au leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi par la facilitation dans les processus électoraux devant aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Un autre hôte de marque reçu dans la capitale est le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, en visite au travail de 48 heures à Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a accueilli à l'aéroport international de Njili. Au Palais de la Nation, les deux chefs d'État ont échangé sur des questions liées au renforcement des liens d'amitié et de coopération bilatérale pour un développement durable au bénéfice du peuple congolais et kenyan. Cette visite a été sanctionnée par la signature d'un accord général de coopération et d'une série d'accords spécifiques en matière de sécurité et de défense sur la gestion du fret maritime. Concernant notamment l'axe sécuritaire, il est prévu la participation des troupes kenyanes au sein de la force d'intervention dans l'est du pays où des actions militaires de grande envergure contre les troupes terroristes ont été annoncées par le président de la République. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, les directeurs généraux de Congo Airways et de Kenya Airways ont signé un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux grandes compagnies aériennes. Le renforcement du partenariat dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic de passagers et des opportunités de fret est l'un des atouts de cet accord. La 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains s'est tenue à Kinshasa. Devant les représentants de 19 pays membres de l'UCCA, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa satisfaction de voir ces assises aboutir à une réelle intégration continentale. Paraphrasant Kwame Nkrumah, l'un des pères du panafricanisme, le président des exercices de l'Union africaine a rappelé que l'unification totale de l'économie africaine à l'échelle continentale est le seul moyen pour les États africains d'atteindre un niveau qui ressemble à celui des pays industrialisés. La coordination entre les actions des chargeurs et celle du secrétariat général de la ZLECAf permettront la réalisation des conditions optimales de l'intégration économique africaine, a renchéri le chef de l'État. Retour des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le réchauffement climatique. En cette journée internationale de la Terre, le 22 avril, le 46e président des USA, Joe Biden, organise un sommet virtuel de 2 jours avec une quarantaine de dirigeants mondiaux sur la problématique des réductions des émissions polluantes. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a pris par visioconférence une part active à cette grande réunion. Dans son discours, le chef de l'État a d'entrée de jeu adressé au nom de la RDC et de l'Afrique ses sincères félicitations à l'endroit des États-Unis d'Amérique et de son président pour la noble décision prise de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Il a réitéré l'engagement de la RDC et du continent à mettre en œuvre cet accord. Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est venu féliciter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'hospitalité que la RDC accorde aux réfugiés des pays voisins. Le cas des Centrafricains arrivés récemment est bien accueilli au nord Ubangi.
Il a dit avoir échangé aussi avec le chef de l'État sur la situation des déplacés internes en très grand nombre. Le président de la République s'est exprimé sur la nécessité urgente de redoubler d'efforts pour protéger les civils qui fuient par peur des groupes armés et des conflits intercommunautaires, et une situation qui doit être affrontée de manière systématique, a indiqué le numéro 1 du HCR. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a rendu le dernier hommage à son homologue du Tchad, Idriss Déby, décédé à Tibesti au front. Très affligé, le chef de l'État a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire d'un grand panafricaniste. Il a rassuré le peuple tchadien de l'accompagnement de l'Union africaine dans la période de transition souhaitée pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale du Tchad. De trafic sur la nationale numéro 1 au kilomètre 475 après les travaux. Le programme du gouvernement Sama Lukonde est déjà sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis le mardi dernier. Et retenez aussi que c'est en début de semaine qui s'achève que la vaccination contre le coronavirus a officiellement démarré en République démocratique du Congo. La semaine en 5 minutes. Images et commentaires, Bobetenga, Elisamba. Qui démarre par le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les premières doses d'AstraZeneca ont été administrées le lundi aux cliniques universitaires à quelques autorités, notamment le ministre sortant de la Santé, Eteni Longondo, et le vice-ministre. Constat fait sur place, pas d'engouement et réticence de la part de la population. Mais certains volontaires ont été quand même vaccinés. Le vaccin étant volontaire, 3 catégories sont prioritaires, à savoir le personnel soignant, les personnes âgées de plus de 55 ans et celles présentant la comorbidité. En mission de travail dans le Haut-Katanga, le DG de la Radio-Télévision nationale congolaise a rencontré le président de l'Assemblée provinciale, Ernest Kabila, entend accompagner toutes les institutions de la République en tant que média public. Le Premier ministre a officiellement déposé le mardi dernier le programme d'action de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Sama Lukonde Kyenge était accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont les 4 vice-premiers ministres. Sama Lukonde Kyenge s'est dit satisfait d'avoir accompli cet exercice constitutionnel. Situation sécuritaire dans l'est du pays, précisément à Beni, Butembo et Ituri. Les députés de l'Ituri sollicitent l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour une solution durable à l'insécurité qui menace cette partie du pays. Parlons des assurances. Les opérateurs du secteur se sont réunis cette semaine pour échanger sur les contours du marché des assurances en Afrique et en RDC. La RDC était cette semaine pays hôte de l'Assemblée générale des conseils des chargeurs africains. À la clôture des travaux présidés par le ministre des Transports, la RDC, par l'entremise de l'OGFREM, a pris la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains. Centenaire de la cimenterie de Lukala, cette entreprise installée dans le Congo central a beaucoup contribué à la construction de plusieurs bâtisses du pays. 100 ans après, la célébration de cet événement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. Parlons infrastructure, on signale la reprise de trafic sur la nationale numéro 1, tronçon 3 Princes au kilomètre 475 après l'exécution des travaux par l'office de route. Toutefois, une érosion aux allures inquiétantes menace de couper la RN1 au point kilomètre 272 à Kenge. Il faut intervenir d'urgence pour sauver l'ouvrage. Et dans le Haut-Katanga, les autorités provinciales sont mises en contribution pour lutter contre le vol des câbles de la SNEL. Il faut des mesures drastiques pour dissuader les inciviques qui détruisent les installations de la SNEL SA.
Le continent africain en voie d'être immunisé contre la malaria. Un vaccin développé par l'université d'Oxford a dépassé l'objectif d'efficacité des 75% imposé par l'Organisation mondiale de la santé. Et cette semaine a également vu la condamnation du policier américain accusé du meurtre de George Floyd. La page internationale avec Patrick Michel Moukoui. Cette semaine, un candidat vaccin contre le paludisme a démontré une efficacité jusqu'ici inégalée de 77% lors des essais en Afrique. Le R21 Matrix M, développé par l'université d'Oxford, qui collabore avec l'américain Novavax, est le premier à atteindre l'objectif d'efficacité de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Les essais ont été menés en 2019 auprès de 450 enfants âgés de 5 à 17 mois au Burkina Faso. Ce sérum, qui pourrait être approuvé dans les 2 ans, est synonyme d'espoir au moment où les craintes d'une résistance de la malaria au traitement se renforcent. Pendant ce temps, au Nigeria, les vaccins anti-Covid chôment. Malgré des assurances, les Nigériens restent dubitatifs. L'attitude pourrait saper le processus en cours et éventuellement contrecarrer l'objectif fixé par l'autorité nigériane, celui de vacciner des millions de citoyens au cours de 2 prochaines années. Pour certains, la réticence de la population est due à un déficit communicationnel du gouvernement sur la nature de doses proposées. Selon les experts, si l'on n'y remédie pas, l'hésitation à l'égard de vaccins pourrait affecter la riposte contre la pandémie et empêcher le Nigeria d'être immunisé. Idriss Déby Itno, enterré dans ses terres et dans la stricte intimité familiale au courant de la semaine qui s'achève. Ses funérailles ont été organisées à Djamena en présence de quelques personnalités du monde politique comme le président François Emmanuel Macron ou encore le président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi, qui a affirmé le soutien de son institution au pays et a appelé les Tchadiens à l'unité. La découverte africaine nous emmène cette semaine au musée de Doundo, premier musée conçu en Angola. Bâti en 1936 par l'ancienne société diamantaire d'Angola Diamang, il est situé dans la capitale de Lunda Norte, dans la ville de Doundo. Dans ce musée est stockée une collection qui raconte la mémoire collective de toute la région de l'Est de l'Angola. Le musée régional de Doundo est l'une des principales destinations pour les scientifiques et les touristes désireux de connaître l'histoire et la culture de la région orientale de l'Angola. Il est considéré comme l'un des patrimoines culturels les plus importants de toute l'Afrique. En dehors de frontières africaines, l'ex-policier blanc américain Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré, 3e degré et homicide involontaire. Il est donc coupable d'avoir tué George Floyd en mai 2020. L'énoncé du verdict a provoqué une explosion de joie de centaines de personnes regroupées devant le tribunal de Minneapolis. Le jury a pris 10h30 pour délibérer. La famille de George Floyd salue ce verdict historique. La Russie a annoncé jeudi dernier la fin de ses exercices militaires près de l'Ukraine. Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays. J'ai donc décidé d'achever les activités d'inspection dans les districts militaires du sud et de l'ouest frontaliers de l'Ukraine, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu. La forte présence militaire russe inquiétait Kiev et l'Union européenne. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ne sont jamais descendues depuis l'annexion de la Crimée. Thomas Pesquet s'est envolé ce vendredi 23 avril vers la Station spatiale internationale où il restera en mission pendant les 6 prochains mois. C'est la 2e fois qu'il s'y rend après un premier séjour entre novembre 2016 et juin 2017. L'astronaute français voyage cette fois à bord d'un vaisseau conçu par la société américaine SpaceX de Elon Musk. Le décollage a eu lieu avec succès depuis la Floride à 11h49, heure de Paris. Et enfin, le château de cartes de Florentino Pérez s'est effondré. La Super League européenne est un mort-né après le retrait de cette semaine de la quasi-totalité de clubs. L'idée de regrouper 12 grands clubs européens pour une ligue privée n'a pas su s'imposer au monde du football. Surnommée la Ligue des riches, cette compétition aux sommes faramineuses a été vivement critiquée par plusieurs amoureux du ballon rond. Après la construction d'une route, il faut faire des efforts pour préserver sa durabilité. Et Bobette Yenga a de se poser plusieurs questions. Pourquoi nos routes sont-elles si fragiles et quels sont les défis à relever justement pour qu'il y ait des routes solides? Tentative de réponse dans cette chronique.
Avec ses 2 345 000 km² de superficie, la RDC doit compter sur son réseau routier pour faciliter l'interconnectivité des provinces, villes et villages en vue d'asseoir son économie. Estimé à plus de 150 000 km, dont près de 87 000 sont des routes de desserte agricole en terre, donc très fragiles, le réseau routier de la RDC fait aussi face à plusieurs défis pour sa maintenance, surtout que nous sommes en zone tropicale. Intempéries, caniveaux bouchés, menaces d'érosion, vieillissement, trafic et exploitation à outrance de la route par manque ou insuffisance des voies ferrées, aériennes, lacustres et autres fluviales, un entretien régulier s'impose pour éviter sa dégradation qui peut être fatale. Pourquoi nos routes ne sont-elles pas résistantes? Sont-elles peut-être mal entretenues? Il est vrai que la maintenance des routes exige beaucoup de ressources tant matérielles, humaines que financières. Selon un expert, le besoin d'entretien pour les routes d'intérêt national prises en charge par l'Office des routes est estimé à 150 millions de dollars américains par an et seulement 18 millions sont disponibilisés par le FONER, Fonds d'entretien routier, dont la mission principale est le financement des travaux d'entretien à Kinshasa comme en province. Cette structure semble s'essouffler. Le FONER est à la quête des moyens de sa politique pour mener à bien sa mission. Tout porte à croire que les moyens sont insuffisants pour un entretien permanent de notre réseau routier. Le délabrement très avancé des infrastructures routières rend très difficile la circulation des personnes et des biens et l'économie du pays en est sensiblement affectée. Pourtant, si les routes sont en bon état, elles favorisent le développement du pays. Focalisons-nous sur l'axe principal structurant le système de transport routier en RDC, la route nationale numéro 1 qui constitue l'épine dorsale du pays et relie 11 provinces, de la pointe de Banana au Congo central à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga sur environ 3130 km. Mais seulement certains tronçons n'ont jamais été achevés. Très sollicité, son utilisation crée des nids de poules, bourbiers et autres crevasses. Plusieurs observateurs remettent en cause la résistance de la chaussée et les matériaux utilisés pour la construction qui ne garantissent pas une longévité à la quasi-totalité des routes. En attendant des solutions durables, nos routes se détériorent davantage et se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Il y a urgence. Leur avenir dépendra du choix de bons matériaux pour leur construction, du respect de tonnage exigé, du suivi et de contrôle des travaux exécutés et surtout d'un entretien au bon moment et régulier. Toutefois, la diversification des moyens de transport comme des trains urbains par exemple changera beaucoup de choses dans la vie des Congolais. Comment nos routes sont-elles entretenues? Quelle est l'enveloppe affectée à la maintenance de la voirie à travers la République? Comment sont financés les travaux par le FONER? Des questions sans réponse car toutes les tentatives de contact avec les services appropriés sont restées sans succès. Comprenez mon émotion. L'on se souvient de cette phrase prononcée par feu maréchal Mobutu Sese Seko comme si c'était hier. Et pourtant, les faits remontent au 24 avril 1990 lorsque le roi d'Isaïe prônait le multipartisme. 31 ans après cette phrase qui a fait couler les larmes du président fondateur du mouvement populaire de la Révolution revient sur nos lèvres. Anita Luamba nous en parle. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Le 24 avril 1990, une date historique. Cette date symbolique marque le multipartisme proclamé par feu le maréchal Mobutu suite à la victoire d'un combat mené par un des dignes fils du pays en la personne d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, sphinx de Limete et des acteurs politiques. Dans son combat, Étienne Tshisekedi Wamulumba a milité pour un état de droit. C'est ici, dans ce mausolée, que repose en paix le président de l'UDPS, principal parti d'opposition et actuellement au pouvoir. 31 ans après, Claude Senga, un des cadres du parti de l'UDPS, a procédé à une remise d'un lot important des matelas, des frigos et des réchauds, un geste symbolique qui, selon lui, va soulager un tant soit peu les gardiens du temple abandonnés à leur triste sort. Claude Senga appelle les uns et les autres à emboîter les pas. Celui qui nous a amenés dans la vraie vie de la démocratie vit derrière nous. Alors il fallait commencer ici.
En venant ici, c'est un appel que j'ai fait aux autres aussi. De faire comme nous, de venir soutenir nos gardes qui sont ici. Il plaide aussi pour le finissage de ce mausolée, un des chefs-d'œuvre et lieux mythiques de l'histoire de la RDC. À ceux-là qui avaient eu le marché d'achever ces temples, je l'exhorte de finaliser le projet des mausolées. Ça, c'est encore inachevé. Décédé à Bruxelles le 1er février 2017, Etienne Tshisekedi Wamulumba est connu pour sa constance politique, d'où son image de l'incarnation de l'opposition congolaise. L'Union pour la réussite du Congo, URCO, en sigle, parti à Simon Ekamba, soutient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans toutes ses actions. Et cet allié de l'UDPS confirme qu'il n'y a pas de développement sans l'apport du président de la République, Renette Kulunga, a signé ses reportages. La population de Sankourou salue la bravoure du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir gagné les Sankourou de Patrice Emery Lumumba, qui est composé de Kolé, Lomela, Lusambo, Lubefu et Lodja. L'Union pour la réussite du Congo, IRCO, alliée à l'UDPS, parti cher à Simon Ekamba, est déterminé à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes ses actions. Mot de remerciement adressé au président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, membres du parti politique du président Simon Ekamba, avions l'honneur d'affirmer par le présent notre indéfectible soutien au président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'IRCO avoue qu'il n'y a pas de développement sans le premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi c'est d'une fils du Sankourou et président du parti, Simon Ekamba, est appelé à être derrière le chef de l'État pour un Congo nouveau, meilleur et prospère. Fungurume s'est doté d'un plan quinquennal du développement pour l'exercice 2021-2025. La cérémonie s'est déroulée à Fungurume, même en présence des autorités locales, dont le bourgmestre de Fungurume. Fungurume s'inscrit dans la voie du développement durable parmi les entités territoriales décentralisées de la province du Lualaba, bénéficiaires de la redevance minière. Après avoir enregistré des avancées significatives dans plusieurs secteurs de la vie, la commune s'est dotée de son deuxième plan de développement local exercice 2021-2025 en vue de matérialiser ses projets d'intérêt communautaire. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans la grande salle de l'auditorium Lupeto, au quartier Lukeka, à laquelle ont pris part les parties prenantes à ce plan de développement local, entre autres les partenaires privés et techniques comme l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining, la Vision mondiale, le ministère provincial du plan et budget, la société civile et le comité local de développement. Ce plan constitue ainsi un cadre d'harmonisation des interventions des partenaires au développement et d'alignement de leur contribution sur les priorités de la commune. Le PV de la commune de Fungurume s'est aligné aux objectifs de développement durable qui ont été adoptés au niveau mondial, au plan national stratégique de développement qui exprime la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'horizon 2023. Le train de développement à Fungurume est loin de s'arrêter grâce au dynamisme de son bourgmestre, Christian Mokonto. La communauté katangaise est heureuse d'apprendre le lundi 12 avril 2021 par la voix des ondes votre nomination par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de ministre d'État, ministres et vice-ministres au poste respectivement du portefeuille, plan, énergie, pétentique et santé et vous adresse ses vives et chaleureuses félicitations. La communauté katangaise se réjouit du choix judicieux porté sur chacun de vous par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, cadre ainsi, avec notre espace se basant sur le genre, mais aussi reposant davantage sur vos qualités intrinsèques d'homme d'État. Fort de ses appuis, la communauté katangaise est rassurée que vous l'aiderez à élaborer un programme solide de gouvernance centré sur le bien-être de la population, le développement économique et la démocratie dans notre pays.
La communauté kadangaise remercie sincèrement le président de la République pour cette nomination et vous rassure de son soutien tout au long de votre mandat. La communauté kadangaise entend dans la paix et la concorde nationale vous accompagner dans vos lourdes responsabilités en vue de la réussite de votre mandat. Pour la communauté kadangaise, Jean Durmouland, secrétaire général, Lambert Luanemba, vice-président, Célestin Boukabango, président. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Nous vous rappelons ces titres. Lancement de la session préliminaire de l'examen d'État édition 2021 pour les candidats autodidactes. Près de 9000 candidats ont affronté ces épreuves à travers le territoire national. Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme, sur le thème de la journée internationale de lutte contre cette maladie tropicale qui décime des vies humaines. Et puis dans ce journal, nous avons fait un coup de projecteur sur les routes de Kinshasa, des routes délabrées. La construction des routes ne suffit pas, mais faut-il encore les entretenir, cela pour assurer leur maintenance. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce journal au nom de tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à sa réalisation. Nous vous disons merci et surtout restez branchés sur le programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements. Merci et bonsoir.